le pilotage par la valeur. Donc le code ici, ce n'est pas le code que vous connaissez tous, c'est bien le COD, le Cost of Delay. Et donc on va voir cette présentation, qu'est-ce qu'il y a derrière cet acronyme. Une petite présentation, je suis Quentin Allouin, Product Leader chez Energypool. J'ai une formation d'ingénieur spécialiste en énergie renouvelable et en flexibilité électrique. On passera un petit moment à parler de flexibilité électrique aujourd'hui. Et j'ai mis quelques pictogrammes sur mes différents projets sur lesquels j'ai travaillé. Donc, j'ai travaillé sur des projets notamment en hydraulique, en éolien et en batterie. Des projets qui vont de quelques mégawatts à quelques centaines de mégawatts. Et moi, je suis Damien Carbonelli, je suis Head of Product Flex chez Energypool depuis 1 an, dans l'IT depuis 15 ans, d'abord en tant que PO, puis PM, et aujourd'hui donc Head of Product. Et quand je fais pas de produits, je fais un peu de veille énergie et de la menuiserie, beaucoup de cuisine et de sport. Alors, cette conférence va se dérouler en 5 parties. Tout d'abord, on va vous parler quelque peu d'Energypool, donc notre entreprise. Ensuite, on ira voir la théorie du cost of delay, puis les solutions apportées par le cost of delay. On vous fera un retour d'expérience. Donc, on a mis en place les solutions, on a mis en place le framework à Energypool. On vous fera un retour d'expérience de cette mise en place. Et enfin, une conclusion et une ouverture sur d'autres concepts que vous connaissez probablement déjà. Energypool. Energypool, c'est un Smart Energy Manager. Donc, c'est une entreprise de taille intermédiaire qui est basée en Savoie, au Bourget-du-Lac, donc près de Chambéry, qui a 15 ans d'existence. Aujourd'hui, on est environ 400 collaborateurs. On a du monde en France, à Lyon et à Chambéry, donc Bourget-du-Lac. On est aussi implanté au Japon, en Turquie, en Hollande. On gère 8000 actifs qui représentent 9 gigawatts. Donc on opère 9 gigawatts, ça représente en fait une dizaine de tranches nucléaires. Donc en fait, notre logiciel est capable d'opérer 9 gigawatts sur les différents réseaux électriques. Et on est fier d'afficher une réduction de 2 millions de tonnes équivalent CO2 par an. Pour vous faire une idée, 2 millions de tonnes, ça représente l'émission annuelle de 200 000 Européens. Voilà, notre entreprise contribue à effacer ce niveau d'émission. Un petit mot sur la flexibilité de consommation électrique. On va regarder un peu à gauche les challenges. Le challenge d'un réseau électrique, c'est d'équilibrer en temps réel la production et la consommation électrique. Quand il y a trop de production, c'est pas bon, la fréquence va augmenter. Et quand il y a trop de consommation par rapport à la production, c'est pas bon non plus. Et la fréquence peut tomber et on peut avoir des blackouts généralisés. Donc ça arrive parfois, même en France. Des fois, vous pouvez subir des blackouts comme ça. Et la flexibilité de consommation, c'est un service qui était avant initialement rendu par les acteurs monopolistiques, comme EDF, qui aujourd'hui a été coupé en plusieurs entités. EDF, historiquement, gérait la flexibilité électrique sur l'ensemble du réseau français, avec ses centrales de production électrique, hydraulique, nucléaire, thermique, donc thermique avec des émissions de CO2, bien entendu. Aujourd'hui, les évolutions réglementaires et technologiques ont permis à d'autres acteurs de participer à la flexibilité électrique. Et c'est là qu'Energypool intervient. Et on verra le slide après, nos clients industriels, qui sont des gros consommateurs électriques, participent via notre service à équilibrer le réseau en temps réel. Notre produit historique, ça s'appelle l'effacement. Donc, c'est ce qu'on voit à gauche de ce slide. C'est la zone grisée du slide. En vert, on voit une courbe de consommation. Et en fait, si on ne faisait rien, la courbe de consommation resterait relativement plate au centre. Le produit d'Energypool, c'est de faire un effacement. Donc, à un instant donné, RTE vient nous appeler et on active, on opère et on module la courbe de puissance, la courbe de consommation de puissance de nos clients, un industriel dans ce cas-là. Et pendant un certain laps de temps, ce client va consommer moins.
Et cette zone grisée ici, ça s'appelle l'énergie effacée, et ça va permettre in fine à RTE de ne pas démarrer une centrale thermique. Sur le même créneau, RTE avait le choix, soit il nous appelait pour faire un effacement, soit il aurait pu appeler une centrale thermique pour être démarré et pallier au manque de puissance à ce moment-là sur le réseau. C'est comme ça qu'on obtient des réductions significatives donc de CO2 équivalent. Donc ça, c'était le produit historique. Et de plus en plus, le marché s'accélère et devient de plus en plus temps réel avec des modulations, des ajustements qu'on appelle maintenant continus. Et c'est ce qu'on voit à droite. C'est des actifs qui sont beaucoup plus réactifs. On est plutôt sur des batteries qui peuvent moduler leur puissance sous la seconde, vraiment en 100 millisecondes. Elles peuvent moduler leur puissance. Et elles le font directement en mesurant localement la fréquence du réseau. Une fréquence faible, la batterie va produire plus pour réaccélérer le réseau et vice-versa. Donc une autre corde à l'arc de Energy Pool, c'est le couple EMS-PMS. Donc EMS pour Energy Management System, PMS pour Power Management System. Le PMS va être en local sur le microgrid et le EMS est chez nous dans notre système. Et donc ce couple-là va optimiser les prévisions de consommation en fonction des prévisions de consommation et de production sur le microgrid, va optimiser le pilotage des actifs pour limiter au maximum les coûts et les émissions de CO2. Donc l'EMS calcule 36 heures, l'envoie au PMS qui ensuite s'adapte en fonction de ce qu'il voit. Et voilà. Maintenant que vous connaissez un petit peu mieux le cœur de notre métier, on va vous donner un peu plus de contexte sur l'organisation de la DSI. Grosso modo, de 2009 à 2021, il y avait une seule équipe qui travaillait sur un monolithe dans le contexte d'un seul pays, la France, avec un seul mécanisme qui était l'effacement. Bon, sur cette période-là, l'équipe a un peu grandi, mais le périmètre était assez stable. Pour arriver aujourd'hui en 2025 à 18 équipes, un début d'architecture modulaire dans le cloud, parce qu'on a toujours notre monolithe, mais on a de plus en plus des petits modules autour. Une croissance géographique avec une présence dans 6 pays. Il faut bien avoir en tête que d'ouvrir un pays, c'est quasiment repartir de zéro, parce qu'il y a déjà eu des talks dessus aujourd'hui. La complexité du TSO, donc l'équivalent de RTE, dans les autres pays, va imposer des règles métiers, elle va imposer des règles techniques sur comment on se branche avec eux. Donc c'est un énorme travail de se brancher dans les différents pays. Et enfin, une croissance de notre offre. On fait pas que de l'effacement, plein d'autres mécanismes. Et aussi, on va de plus en plus vers le temps réel pour être sous la seconde. À titre d'exemple, pour comprendre un peu plus la complexité, quand je suis arrivé chez Energy Pool il y a 1 an, il y avait seulement 11 équipes. Donc, au fur et à mesure de la croissance, les périmètres des équipes ont changé. Donc avec toute cette croissance, on a eu quelques problèmes, quelques contraintes pour prioriser nos sujets. Et sans doute, vous avez eu les mêmes sujets de votre côté. Donc prioriser, mais pourquoi faire? Souvent, c'est chacun son budget, chacun son backlog. Donc le backlog des chantiers tech, le backlog des gros chantiers fonctionnels, des petites évolutions. Et finalement, au final, on dépriorise les chantiers tech, les petites évolutions pour faire entrer un sujet qui est prioritaire. Par exemple, qui s'est déjà fait déprioriser un sujet tech? Que ça? Et qui s'est fait déprioriser un sujet tech et il y a eu de la merde sur le sujet tech dépriorisé? Top. Du coup, que ce soit entre tech et produit, entre dev et stakeholder, c'est important de pouvoir tout mettre sur le même pied. Pour éviter la charge mentale des équipes qui vont dire « Ah putain, ma dette technique, quand est-ce que je la fais passer? Ma dette fonctionnelle, j'ai pris plein de raccourcis pour livrer de la valeur, mais je devais faire mon refacto, il se fait déprioriser, il faut que je livre un sujet. » Donc il y a le business qui voit son optimum local, qui dit moi, il faut qu'on arrive à livrer ça le plus vite possible, etc. Il ne voit pas forcément la désorganisation que la réussite de ce projet-là arrive. Il y a le moi d'abord, c'est toujours quand on a plusieurs clients. Chaque client dit qu'il a le sujet le plus important, puis des fois quand il a le ticket, il garde le pied dans la porte et il va dire tu peux faire ça, est-ce que tu peux faire ça? Et nous, au milieu de ce champ de bataille, avec tous nos demandeurs, en plus, on est accusé de prioriser,
à leur place, alors qu'on matérialise juste la compréhension de la priorité. En tout cas, dans tous les cas, il faut faire attention à ne pas couper le dialogue avec le client et toujours échanger pour avoir un maximum de feedback. C'est quelque chose d'assez nouveau aujourd'hui d'avoir plein de clients pour moi. Historiquement, j'avais un seul demandeur qui donnait 80% de mes inputs. Récent du coup d'avoir autant de demandeurs. On a plus de 46 clients différents. Donc tous ces problèmes, toutes ces contraintes, c'est bien beau, mais comment on avance, comment on livre plus de valeur, plus vite, en étant plus fiable, plus robuste, et surtout comment on trouve une échelle de valeur commune. De notre côté, on a utilisé le cost of delay, et Quentin va vous présenter un peu la théorie. Merci. On va faire un peu de théorie sur le cost of delay. Le cost of delay, ça a été théorisé dans le livre de Donald Reinhardson, que vous voyez à gauche. C'est un économiste américain et le livre est paru en 2009. Donc, c'est pas tout récent, mais les concepts s'appliquent toujours aujourd'hui. Et chez Energy Pool, on l'utilise effectivement depuis maintenant environ 1 an et demi. Vous verrez avec beaucoup d'apports. Tout de suite, une définition. La meilleure définition que je trouve au cost of delay, c'est la réponse à la question quel serait l'impact financier pour l'entreprise, donc on prend le scope global, si nous décidions de retarder cette fonctionnalité d'1 mois. C'est la notion de temporalité. On va exprimer le cost of delay avec une unité commune qui sera le kilo-euro par mois. Tout va être exprimé en kilo-euro par mois. Et ça a comme bénéfice, comparé à d'autres indicateurs économiques, d'avoir une prise en compte de l'urgence. Et les bienfaits de cette méthodologie, ça va permettre de comparer des sujets qui, sur le papier, sont très différents, comme par exemple l'ouverture d'un nouveau pays versus un sujet de dette technique. Et souvent, dette technique peut gagner. Vous verrez dans les premiers exemples. Et tout de suite, un exemple. On a à gauche un client interne qui vient nous voir avec un ticket où il a bien mis 3 points d'exclamation parce que c'est absolument important. Il faut absolument automatiser la facturation. Et il vient voir son product owner et il lui explique, voilà, j'ai besoin d'automatiser la facturation. Je fais la facturation manuellement tous les mois et ça me coûte 2 jours de travail. Ok, on a compris. Donc là, c'est bien, c'est un cas vraiment facile pour le cost of delay. 1 jour de travail, c'est facile. On a un TJM standard pour tout le monde, 500 €. Ça nous fait un cost of delay à 2 fois 500, 1 000 € par mois. Parfait, facile. Le cas est très, très facile. Par contre, on va challenger. Est-ce que tu es sûr que c'est le seul impact? Parce que 1 000 € par mois, je ne bouge pas grand-chose pour 1 000 € par mois. Je ne vais pas mettre l'équipe dessus tout de suite. Et est-ce qu'il y a un risque d'erreur, par exemple, un risque d'erreur manuel à prendre en compte dans ta demande? Et là, le PO, il a vraiment la procédure classique en tête. Premièrement, il écoute. Deuxièmement, il challenge. Et troisièmement, il va mettre au fond du backlog au frigo parce que là, le sujet, il sait que ça va nulle part. Finalement, là, le client interne, la discussion, elle peut tourner totalement dans un sens qu'on n'avait pas prévu. Et il va nous expliquer que, non, en fait, le mois dernier, il s'est trompé dans la facture. Il a facturé 2 fois le plus gros client. Et si ça se reproduit, il y a un risque avéré que ce client-là parte à la concurrence. Et finalement, on ne parle pas en kilo-euros, on va parler en millions d'euros. Ok, là on a compris, le sujet, il est très important. Si je le mets au fond du backlog, je servirai. Donc non, je vais travailler dessus. On met l'équipe tout de suite. Enfin, dès qu'on peut, on met l'équipe dessus. Et on se dit, ok, j'ai bien fait de le challenger. Finalement, la procédure, elle est pas mal. J'ai bien fait en deuxième temps de le challenger. Je ne mets pas au frigo tout de suite. Et en plus de ça, j'ai compris. J'ai compris que son problème, ce n'est pas d'automatiser son travail. Son problème, c'est de réduire son risque d'erreur. Et peut-être que la solution que je vais apporter à ce problème-là, elle sera très différente parce que ce n'est pas du tout le même problème. Voilà, cost of delay, facile. Maintenant, je ne vous ai pas tout dit. On parle d'une méthode de priorisation. Le cost of delay, c'est une image de la valeur. Et comme dans tout bon framework de priorisation, il faut aussi prendre en compte la notion d'effort pour faire un retour sur investissement. Et on le fait aussi avec le cost of delay. Et ça s'appelle un CD3 pour cost of delay divided by duration. Et je vais prendre un peu de temps sur ce slide parce que ça va être vraiment la base théorique pour comprendre la priorisation. Dans ce cas-là, on a 3 fonctionnalités à développer.
A, B et C. Elles vont avoir un cost of delay de 10, 20 et 30 kg par mois, une durée de réalisation, donc un effort de 3, 1 et 2 mois, et ça nous fait un CD3 qui est calculé ici, donc 3, 20 et 15. On va représenter ces trois fonctionnalités en haut à droite sur deux axes. On a la durée en abscisse et le cost of delay en ordonnée. Ensuite, on va pouvoir choisir, le seul choix qu'on a là-dedans, c'est de faire dans quel ordre. On fait ABC, est-ce qu'on fait BCA, est-ce qu'on fait CBA. On peut choisir. Et il y a un ordre qui sera optimal. Et évidemment, vous me voyez venir, l'ordre optimal, c'est avec le CD3, en prenant d'abord les CD3 les plus hauts. Ce sera le sujet qui a le retour sur investissement le plus important. On va regarder visuellement comment ça se représente. Si je fais first in, first out, je vais faire A, puis B, puis C. Donc là, comment ça se lit? Pendant les 3 mois de temps de réalisation de la feature A, je vais subir le cost of delay de A plus B plus C. Après 3 mois, j'ai fini A, j'efface le cost of delay de A et je passe à B. Et pendant que je réalise B, je subis le cost of delay de B plus C. J'ai fini B, je passe à C. Et pendant tout ce temps-là, je ne subis plus que le cost of delay de C. Et on a une représentation avec les surfaces orange plus grise du total cost of delay de ce choix de priorisation, qui est relativement mauvais. Et on voit le choix optimal à droite en prenant d'abord les CD3 les plus hauts, B, puis C, puis A, 20, 15, 3, et avec la même lecture, donc d'abord B. Pendant qu'on fait B, on subit les 3 cost of delay, mais ça ne dure que 1 mois. Puis on passe à C, puis on passe à A, et finalement, on voit bien visuellement qu'on a optimisé la priorisation. Et voilà, c'est à peu près tout pour la théorie. Et maintenant, je vous montre un peu en pratique comment ça peut se représenter. Chez nous, on utilise encore parfois Excel pour représenter des cost of delay. On peut le faire de plusieurs manières différentes. Et ici, avec l'exemple de la facturation, on voit qu'il y a 2 lignes, il y a 2 vecteurs, 2 valeurs. Le premier qui représente le nombre de jours économisés par mois x 12 par an, donc on a bien 12 000 € par an. Et le second, on a pris l'exemple où le risque de perdre notre plus gros client, avec une ligne qui apporte une valeur de 1 million d'euros par an. On voit bien la différence entre ces 2 lignes et on voit bien qu'on va se focaliser pour résoudre le problème 2 et pas le problème 1. En haut de la slide, vous voyez l'effort estimatif. À Energy Pool, on utilise le jour homme. En fait, on a parlé de durée juste avant, mais l'effort, on peut aussi l'exprimer en jour homme. On a préféré faire cette méthode-là. Et même, on l'exprime en kilo-euros aussi, l'effort, et ça nous permet d'avoir une unité beaucoup plus tangible pour le CD3. Et donc là, dans notre exemple, on a pris un effort de 100 000 € pour réaliser la fonctionnalité qui va nous permettre d'effacer le cost of delay. Et ça nous donne un CD3 de 84% par mois. Ça veut dire qu'en fait, en un peu plus d'1 mois, on va rembourser l'effort qu'on a mis dans la réalisation de cette fonctionnalité. Un autre exemple intéressant, c'est la valorisation de la dette technique. Donc maintenant, ça donne une arme aux équipes techniques de valoriser les chantiers de dette technique. On va vivre la même situation avec la même discussion avec 2 situations un peu différentes. La situation 1, on a à gauche notre développeur qui vient négocier pour lancer un chantier de dette technique au chef, à droite en orange. Chef, il faut migrer les écrans en Angular et il va lui parler technique. On va faire du responsive design, tout le monde va coder plus confortablement et le code sera beaucoup plus propre. Bon, évidemment, le chef il voit le coût, il voit pas la valeur. Retourne coder. On va te donner du travail à faire. Amène pas tes idées, ça ne sert à rien. Donc voilà, ça peut se passer comme ça. Et en plus de ça, vous allez perdre sa confiance. Il va vous dire, ok, vraiment, les mecs, ils comprennent rien au business. Heureusement que je suis là pour leur donner du travail. Et maintenant, situation 2, vous allez lui parler cash au chef parce qu'il comprend le cash. Chef, il faut migrer les écrans Angular.
Et là, on va lui dire, on gagne 20 jours par nouvelle recrue sur la montée en compétences. On va pouvoir réduire de 20% le temps de développement des futurs écrans. Donc ça va coûter moins cher, sera plus rapide à livrer. Et il y a un gros risque d'obsolescence sur la technologie actuelle. Le chef, il a compris. Parce qu'en fait, il connaît ces risques-là, il voit l'impact. Et donc, il se dit, il va construire une intuition et puis il va même comprendre les chiffres, que finalement, le sujet, il est important et il faut peut-être déprioriser un sujet business pour traiter celui-ci. En plus, il sera content parce qu'il vous a formé au cost of delay. Du coup, c'est un peu son idée à lui, quoi, finalement. Un dernier exemple, après, je crois que je redonne la main à Damien. On a utilisé cette méthodologie pour un cas d'usage qui peut-être arrive aussi chez vous, qui est l'accélération du train de release. On est parti d'une situation initiale où on avait une mise en prod toutes les 4 à 6 semaines, voire plus, avec l'effet boule de neige, et qui était due à des phases de tests de non-régression très longues et douloureuses. Avec la méthodo, on a pu se convaincre de la valeur de passer de 4 à 2 semaines de fréquence de livraison. Et en fait, on a mis les vecteurs de valeur sur livrer la valeur plus vite, réduire les boucles de feedback, meilleure efficacité en debug. On sait qu'un code qui a 1 mois et demi, on va avoir du mal à se remettre dedans. Et aussi, un gros vecteur, c'était de réduire l'effet de boule de neige, c'est-à-dire qu'une grosse version entraîne une plus grosse version derrière et on a du mal à... Et là, sans aller dans le détail, je vous invite à regarder les 2 chiffres en bas. Ils s'expriment en millions d'euros par an. Donc, on s'est convaincu qu'on cherchait en fait une idée de plusieurs millions d'euros par an. Et le fait d'accélérer, de passer de 4 à 2 semaines, permettait à Energy Pool, à l'entreprise, d'économiser, débloquer de la valeur à hauteur de plusieurs millions d'euros par an. Et ça a largement financé les efforts qu'on y a mis. Finalement, on s'est dit que même en se trompant d'un facteur 10, fallait y aller. Et donc, on a foncé. Et maintenant, on est fiers de livrer une version en prod toutes les 2 semaines. Et ça a été sponsorisé grâce à cette méthodologie. On livre toutes les 2 semaines sur le monolithe. Sur les petits modules, on livre quand même beaucoup plus. L'autre problématique qu'on peut avoir aussi, c'est beaucoup d'idées et peu de bras. Quand on est dans ce cas-là, souvent, 2 possibilités viennent dans la tête de tout le monde. Ça dépend si on a des moyens ou pas. Si on a des moyens, on va dire, on va augmenter le nombre de bras. Augmenter le nombre de bras. Derrière, c'est plus de coordination, plus de management. On augmente la taille des équipes, puis on augmente le nombre d'équipes. Quelle responsabilité on met à quelle équipe, ça met plein de problèmes. Puis on arrive rapidement à un goulot d'étranglement sur une équipe qui est bottleneck sur un peu tout. Ou alors, on se retrouve à prioriser certains sujets, en décaler d'autres. Mais comment on fait? Donc, le cost of delay pourrait nous aider sur le point 2, à prioriser certains sujets et en décaler d'autres. Mais il a d'autres avantages. C'est qu'il y a une 3e possibilité, c'est de creuser la valeur avec le client. Creuser la valeur avec les collègues, qu'ils soient dev, UX, d'autres équipes, pour avoir notre cost of delay, quelle que soit la taille de l'item, que ce soit des items gros, pour grosso modo faire la roadmap de l'année, ou même dans une équipe pour prioriser le backlog. D'ailleurs, là, on voit le backlog d'une équipe où on a les cost of delay de chacun des items, les estimations. Donc, les estimations, elles doivent être faites très, très rapides. C'est quelques minutes ou secondes, c'est pas engageant. Toutes les estimations sont faites de la même manière pour avoir un ordre de grandeur et surtout apprendre à mieux estimer et pouvoir avoir notre priorisation. Donc là, on voit, on a un sujet Pays-Bas, 2 sujets techniques, les microgrids, 2 sujets techniques, Japon, Belgique. En tout cas, tout est trié dans le même backlog avec la même règle pour les comparer. Ce qui est important aussi, c'est de penser à vérifier a posteriori à la fois le résultat de la valeur apportée et le résultat des estimations pour être plus... parce que les estimations ne doivent pas du tout servir à planifier, uniquement à calculer, elles ne sont pas engagées. Mais la 3e possibilité, en creusant la valeur, on va aussi découper la valeur. Je ne sais pas si j'ai besoin de redéfinir Pareto. Très rapidement, c'est avec 20% de l'effort, on obtient 80% de la valeur. Donc on va découper la valeur avec le métier, on va regarder où est-ce qu'il faut mettre l'effort pour amener le maximum de valeur.
Et c'est aussi un prétexte à l'itération, parce qu'on rien nous empêche de faire Pareto de Pareto, et en fonction de la taille du sujet. On ne va pas pouvoir faire ça sur tous les sujets. Mais du coup, en faisant ça, on amène exactement les vrais problèmes et pas les solutions amenées par les clients. Donc on découpe le problème de plus en plus petit, et on livre ce qui a le plus de valeur. Et potentiellement, le client de lui-même, il va dire, en fait, je pensais que ça allait durer 6 mois, et là, en 1 mois, j'arrive déjà à travailler, ce que tu vas me donner en plus, ça suffit. C'est du détail, j'ai d'autres sujets beaucoup plus importants à te donner, et même si il va pas aller vouloir laisser la porte et laisser d'autres clients prendre la place, il va se rendre compte de lui-même qu'il a des sujets plus importants. Donc ici, le COD, il nous permet 3 choses. Une roadmap transparente et flexible au fil du temps. Dès qu'on va revoir les hypothèses, la roadmap se réorganise, quel que soit le niveau. Les ateliers permettent de réduire la taille des demandes et d'améliorer ce qu'on livre en fonction du CD3. Et aussi, toute l'équipe comprend mieux pourquoi elle doit faire cet effort, où est la valeur. Et c'est pas juste du top-down. On a challengé, on a posé des questions, et toute l'équipe est vraiment convaincue de pourquoi elle fait ça. Et donc, on livre le juste niveau de valeur au bon moment. Un autre endroit où que vous avez sans doute aussi de votre côté, c'est la revue du fond du backlog. HCanonix qui arrive. Mon ticket d'il y a 3 ans, il en est où? Pourquoi tu l'as pas traité? Okay. Il y a certains qui rigolent en coulisses, ça a dû leur arriver. Donc quand on sort ces tickets recouverts de toile d'araignée, on passe des heures à se remettre dans le contexte, parce que bien sûr, nous, le ticket, on l'a pas vu depuis 3 ans, voire pas nous qui l'avions traité il y a 3 ans. Et potentiellement, on n'a pas des réponses, on va devoir réembêter les devs pour savoir le pourquoi du comment de certaines choses. On va passer du temps à justifier de pourquoi on l'a pas traité. Et au final, au bout d'un moment, comme on a quand même envie de garder la relation avec notre client, on va traiter des sujets qui n'ont pas de valeur. Alors qu'avec le cost of delay, en plus de mettre le contexte, comme dans tous les tickets, on a bien mis les hypothèses de la valeur et les hypothèses de l'estimation. Donc je suis capable en quelques secondes d'ouvrir mon ticket et demander à mon client, est-ce que les hypothèses, elles ont changé? Non? Très bien, le ticket il est au bon endroit, on le fera quand ce sera le moment. Regarde, il y a tous ces tickets qui ont bien plus de valeur. Ou alors le client va nous dire, ah ben non, là ça a changé. Par exemple, si on reprend l'exemple de la facturation de tout à l'heure, s'il n'y avait pas de risque d'erreur humaine, le client il pourrait dire, non, oui, mais là aujourd'hui en France, en 2026, je n'ai plus le droit de faire mes factures à la main, je suis obligé de les faire automatiser. Donc en fait, si on n'automatise pas la facturation, en 2026, on ne peut plus facturer. Ah, tout mon CA français qui part. Donc, cost of delay grandit fortement. Du coup, je vais prioriser ce sujet-là. Et on ramène la discussion dans l'espace à la fois du problème et surtout, on parle valeur et le client, enfin, nos clients, nos partenaires, nos collègues, ils sont dans la même boîte que nous et ils comprennent ces arguments-là. L'autre point où ça va nous aider, c'est un peu la co-construction de la prio. Je redonne la main à Quentin. Alors pour cette partie-là, on va réintroduire le concept du HIPO, donc le Highest Paid Person's Opinion. Donc c'est votre ultime décideur. Donc c'est celui vers qui vous allez vous tourner pour décider de la prio. Comme c'est le HIPO, il a une communication très top-down et il n'a pas besoin de se justifier. Donc vous allez parfois avoir une justification, parfois, souvent, vous n'aurez pas de justification. Et là, il va vous demander tout simplement, il nous faut une application smartphone. Merci, parce que quand même, c'est un cadre professionnel, donc le HIPO reste poli. Malheureusement, l'équipe de réalisation, elle est mise hors contexte. Elle doit faire une application mobile. Ok, où est la valeur et finalement, comment elle peut innover si elle est tenue hors contexte. Et avec le cost of delay, on va faire émerger la valeur. Et mis en grand, attention, l'hypo est un animal dangereux quand il se sent challengé. Prenez ce slide avec des pincettes. Attention. Parlez-lui business, parlez-lui cash. Quel est le marché visé? Quelle est la taille du marché visé? Quelle part de marché on vise? À quelle échéance? Et grâce à ça, en comprenant le business, vous allez pouvoir être force de proposition et trouver des solutions plus simples et plus rapidement déployables. Par exemple, une PWA, donc c'était... J'ai oublié. Progressive Web App, merci Charles.
qui sera moins cher qu'une application. Donc peut-être qu'on va réduire le coût et on va trouver une solution qui sera plus rapidement en prod et qui répondre aux besoins. Peut-être pas. Et on va gagner en autonomie. Ça va vous permettre donc d'être plus pertinent dans votre quotidien parce que vous avez compris la valeur. Le hippo, il sera content parce qu'il aura mieux compris, il vous fera plus aussi confiance parce que vous lui avez posé les bonnes questions. Un petit retour d'expérience à Energy Pool, comment on l'a déployé. Donc, comme je le disais, ça fait maintenant 1 an et demi environ qu'on a déployé le cost of delay. Pour que ça marche chez Energy Pool, on a démarré petit. On a commencé d'abord avec une équipe. On a pris l'équipe qui avait le plus grand besoin de priorisation. C'est vraiment une équipe qui est tiraillée entre plusieurs clients internes, qui a de la dette technique, qui a des sujets qui sont très différents ou en tout cas sponsorisés très différemment. Et difficile de choisir quand on n'a pas une échelle de priorisation commune. Donc là, on vient chercher vraiment la standardisation de la priorisation. Ça va permettre de clarifier, standardiser et avoir l'échelle commune. Ensuite, il faut clarifier les rôles. On a bien le business et les hippos qui vont garder la main sur les hypothèses de la valeur et du cost of delay. Donc, le processus est porté par l'IT, mais c'est bien le business qui amène les hypothèses. L'IT va challenger, pourquoi pas. Les autres demandeurs peuvent challenger les hypothèses. C'est bien le business qui apporte les hypothèses de valeur. Par contre, c'est bien l'IT qui fournit l'estimation de l'effort. Comme on a vu, il faut bien les deux. Il faut bien la valeur et l'effort pour obtenir le score de priorisation. Et ensuite, enfin, rassurer l'hippo, c'est toujours lui qui a la main sur la priorisation, c'est lui qui connaît le business. Là, normalement, votre hippo, il dit ouf. Tout va bien, il garde la main. Une autre partie importante qui a fonctionné chez Energy Pool, on a une entité centrale pour gérer la priorisation. Donc là, on la représente avec Damien. C'est une équipe de Head of Product qui a la main, qui centralise la priorisation pour toute la DSI. Comme on l'a vu aujourd'hui, on a 18 équipes sur la droite du Product Team, plusieurs clients internes, et on a une équipe centrale. Il y a 1 an et demi, c'était encore une équipe de 1, donc c'était moi tout seul, et maintenant on est 6, Damien, et on a ce rôle-là de centralisation, et c'est vraiment une étape importante pour faire fonctionner la méthodologie, le cost of delay dans l'entreprise. Ça permet d'avoir des pratiques standards sur l'ensemble des backlogs. Et une petite conclusion. Yes. Donc on va parler un petit peu d'autres items que vous connaissez un peu plus dans l'industrie du dev, les OKR et les OST. Donc OKR, Objective and Key Result, et OST, Opportunity Solution Tree. On trouve que c'est un mariage parfait entre le COD et ces deux items, parce que pour chacun des OKR, on va pouvoir calculer si on est réussi notre COD, et ensuite dans tout l'arbre des opportunités, donc dans l'espace du problème, pour chacune des opportunités, on va pouvoir aussi rapidement calculer un COD et voir quelles sont les opportunités qui vont amener le plus de valeur le plus rapidement possible. Et ensuite, quand les équipes de dev sont dans l'espace de la solution, on est dans le même cas, elles vont prioriser, elles vont calculer le COD de leurs différentes solutions pour déterminer les solutions qui amènent le plus de valeur le plus vite possible. L'autre mariage parfait, c'est celui avec le double diamant, le fait de creuser la valeur avec le client, avec les partenaires, avec les devs, c'est qu'on ramène... On évite un des biais qui est l'utilisateur, quand il y a un problème, comme tout le monde, il a dit on va implémenter cette solution et je vais dire que mon besoin, c'est cette solution pour que j'aille mieux. En fait, en challengeant, en creusant la valeur, en le challengeant, on va ramener la discussion dans l'espace du problème et l'équipe va pouvoir du coup découvrir toutes les opportunités. Donc la première phase du premier diamant. Et ensuite, les classer pour déterminer le problème qui a le plus de valeur. Et ensuite, pareil sur le discovery, sur le delivery, pardon. L'avantage aussi, c'est que ça responsabilise les équipes à la fois sur la solution et sur le delivery.
Ils sont plus challengés. Enfin, on leur dit pas juste, tiens, merci d'implémenter telle fonctionnalité. Ils savent quelle valeur ils vont amener. Et du coup, quand il y a un problème en prod, ils comprennent vraiment la valeur qu'ils apportent à l'entreprise. Et ce qui est important, du coup, c'est de mettre en continu à jour le COD dans chacune de nos items pour pouvoir itérer au maximum. Donc le reste, un petit Rex de là où on en est chez nous, c'est toujours en déploiement et en amélioration. C'est un gros soulagement pour les équipes qui n'ont plus besoin d'être tiraillées, de devoir justifier, se battre avec les différents demandeurs. La priorisation, elle est matérialisée, ils sont d'accord, ils se sont challengés entre eux et c'est plus quelque chose qu'ils ont à faire. Et surtout, ils ont un outil pour aller faire plus de discovery, là où avant, c'était top-down. Et enfin, il faut faire aussi attention à quelques biais. Je ne sais pas si vous connaissez la loi de Goodhart. Les KPI deviennent des objectifs. Du coup, c'est un peu ce qui se passe avec les demandeurs. Ils ont tendance à vouloir faire grandir le plus leur COD en disant non, mais regarde, ma valeur, c'est tout ça. Heureusement qu'ils se challengent un petit peu entre eux et on est même là pour poser des questions pour bien vérifier que la valeur, elle est à cet endroit-là. Il faut faire attention aux biais et aussi pareil sur les estimations. On a quelques biais, on ne reviendra pas dessus, mais en tout cas, il faut mesurer pour pouvoir s'améliorer. Si vous avez des questions, je les prends. Si vous avez des feedbacks, n'hésitez pas avec le QR code. Ce QR code est votre ami. Merci. J'ai oublié de préciser quelque chose dans le calcul du COD. En fait, on prend en compte deux choses. La valeur ajoutée, tout le business potentiel, et aussi les pénalités évitées ou les pertes évitées. Potentiellement, si à cause d'une faille technique, tu perds ton appli, le risque est assez. Enfin, tu dis que le risque, il a 3% de chance d'arriver, mais par contre, s'il arrive, tu perds toute ton appli, donc tu perds tout ton CA. Le COD, il est quand même assez élevé. Merci pour la présentation. Comment vous prenez en compte l'aspect légal là-dedans? S'il y a des lois qui viennent modifier un peu le business, mais qui ne coûtent pas forcément très cher, vous le priorisez quand même, priorisez différemment? Ou vous acceptez des pénalités? Ouais, c'est une très bonne question. Donc, en fait, comment on prend en compte l'aspect légal et les différentes échéances d'un changement réglementaire? En effet, ça peut être, c'est pas tout noir ou tout blanc, un changement légal, et parfois on peut choisir de prendre des amendes mensuelles, on va dire, ou annuelles pendant un certain temps, et donc ça va être notre cost of delay. Ça, c'est vraiment l'impact si on choisit délibérément d'être hors la loi quelque temps, parce qu'on a d'autres choses peut-être beaucoup plus prioritaires à traiter maintenant. Donc là, le cost of delay s'y prête bien. Et il y a un autre cas, on l'a survolé un petit peu avec le changement réglementaire. C'est vraiment la loi change. Et là, si on ne suit pas l'évolution de la loi, c'est un problème de vie ou de mort sur l'entreprise. Donc c'est vraiment un cas existentiel. Et ça nous fait un risque gigantesque. Donc même en prenant 10%, on va dire, en regardant un peu le retard, en prenant un certain risque plutôt d'être
hors deadline. En général, ça nous pousse à traiter les risques existentiels. Sur les sujets de dette technique que vous avez cités, le calcul du COD me paraît super difficile, enfin très géométrique à faire. J'ai vu une ligne, il me semble, tout à l'heure, qui était sur la perte de motivation de l'équipe ou des choses comme ça. Hyper subjectif, évidemment. Comment est-ce que vous calculez ça? Il y avait une autre ligne à un moment donné sur les gains de productivité. Est-ce que vous faites un feedback dessus? Est-ce que vous le vérifiez après? Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'autant les sujets business, ça me paraît plus simple de faire des calculs de combien on va gagner ou on va perdre, même s'il y a aussi des hypothèses. Sur les sujets tech, je trouve que c'est beaucoup plus difficile de traduire ça en chiffres. Comment vous faites? Voilà. C'est effectivement compliqué et quand on a fait l'exercice peu de fois, au début, on est là, quel chiffre je mets là-dessus, etc. Et en fait, à force d'en faire, à force de discuter, on a plus ou moins construit des ABAC. Tu sais que temps d'indisponibilité de l'application, c'est ça. Et c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir un calcul qui est simple et qui prend pas des heures, de la même manière que pour l'estimation de ton coût. Donc, si ça te paraît trop grand ou trop petit, il n'y a pas de... Enfin, c'est OK. De toute façon, tu as fait ça pour toutes c'est pifométrique, même pour le business. Quand tu dis j'ai cette fonctionnalité, ça va me faire gagner tant de clients à tant d'euros, c'est pas plus pifométrique que toi quand tu vas dire j'ai un impact de cet ordre-là, quoi. Donc, tant que l'ordre de grandeur de l'incertitude est équivalent des deux côtés, moi, ça me choque pas. Et ce qui est important, c'est d'être homogène dans la manière de calculer les choses. Et même, des fois, je me rends compte maintenant que j'ai aussi oublié de le dire dans le slide, peut-être pour ça qu'on allait vite. Quand tu as ton sujet qui est positionné à un endroit, des fois, tu as le ressenti, tu dis, mais non, mais attends, ce sujet, il est beaucoup trop important. Pourquoi il est tout en bas de mon backlog? Et du coup, tu vas parler avec les gens, tu vas échanger, tu te dis, putain, mais là, d'impact, je l'ai complètement oublié. Et du coup, tu rajoutes ton impact, tu mets les euros, et là, tu regrimpes tout en haut. Après, des fois, tu as beau chercher, même si tu avais juste une mauvaise intuition, et tu as tes estimations qui disent, à date, mon sujet, il est là. Puis si un jour, il y a quelqu'un qui donne une nouvelle hypothèse, que ça vienne d'il y a 3 ans ou même une semaine plus tard, et qui dira, mais t'as pensé à ce truc-là? Tu mets à jour tes hypothèses, et hop, ta roadmap, elle se met à jour toute seule. Là, le modèle, il a l'air assez linéaire, donc ça temps par mois sur ce mois. Est-ce que vous intégrez une partie exponentielle ou autre, hein? Ça peut être aussi un coût à un moment, à un instant T, ou pas forcément que linéaire. Là, la réponse, elle sera un peu plus compliquée. En effet, ça doit être pris en compte. Et la méthode qu'on utilise aujourd'hui, c'est plutôt on fait un cost of delay à date actuelle. Et si les hypothèses changent dans le temps, on remet à jour régulièrement pour se dire, OK, maintenant, en fait, j'ai mon cost of delay exponentiel qui doit être pris en compte et à jour maintenant. On a décidé de pas aller dans une complexité pour en tout cas pour les premières phases de mise en place. Et on est resté sur vraiment un scalaire. Le cost of delay, c'est un scalaire et c'est pas un vecteur dans le temps. Ce serait plus juste, mais aussi beaucoup plus complexe à mettre en place. Et le trade-off, c'était vraiment de garder un système qui est déjà suffisamment compliqué et qui donne suffisamment de valeur à l'entreprise dans sa priorisation. L'autre biais qu'on a dans le système, c'est que si un gros item a beaucoup de valeur à un instant T, s'il a la même valeur dans 6 mois, théoriquement, son cost of delay, il est nul. On ne le traite pas trop, et potentiellement un sujet qui est plus petit, qui a beaucoup moins de valeur, mais la valeur, elle est maintenant ou jamais, en fait, cette méthode de calcul-là, on l'intègre pas encore trop parce que c'est assez complexe, et on essaye vraiment de
de déployer de manière homogène dans l'ensemble de la DSI la méthodo. Merci beaucoup.